Est-ce qu'on a du monde là? On a 4 personnes. Cool. Alors il y a Tony, il y a Célia. Ça va, vous avez pas trop souffert là au début? Pas trop dur? Mais ça va bien se passer. Peut-être que. Alors, je voulais faire. Bon, écoutez, je voulais faire une petite promo, mais c'est pas grave. On la fera plus tard. Bon, on a 40 minutes de retard. Tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, on va partir. Euh, euh, Pas sur une multi USB. Bah écoute, Tony, on regardera ça ensemble. C'est possible que j'ai moins d'entrées USB que ce que je pense sur mon ordinateur. Donc je peux pas te dire, on réglera ça. C'était peut-être juste ça. Ouais. Et bah écoutez, on va laisser la parole à Guy. On va se mettre dans l'autre setup. Vous voyez, alors ça c'est quand même par contre pas compliqué. Hop. Voilà, normalement, on ne devrait plus avoir de problème maintenant. Et Guy, c'est à toi. Ok, cool. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est on va faire une espèce de pilote pour une émission qu'on va proposer une fois par jour pendant le festival Central Vapeur. L'idée, c'est d'avoir des gens qui vont faire exactement comme moi, c'est-à-dire qui vont avoir des bouquins qui ont été envoyés à Central Vapeur par les collectifs qui sont invités et de les présenter un petit peu. Donc on va vous montrer un petit peu comment dire, la forme que ça peut prendre. Là c'est un peu la forme minimum, c'est-à-dire avec juste une caméra qui filme les trucs et moi qui vais feuilleter les bouquins, etc. Vous montrer un petit peu ce que j'ai. Et donc comme on n'a pas encore reçu les bouquins des collectifs et comme c'est on va dire un épisode pilote pour cette émission qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle Club Distro. Club Distro. J'avais déjà oublié. Donc Club Distro. Donc de distro, c'est les distributions d'usine, quoi. Enfin voilà. Et ben voilà. Donc on fait cet épisode 0 avec des trucs que j'ai achetés les années précédentes à Centrale. Il y a des trucs que j'ai dû acheter à Angoulême aussi, je pense. J'ai essayé de me limiter à des trucs que j'avais achetés sur des salons et pas des trucs que j'ai achetés sur internet ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc vous voyez, il y a une belle sélection là déjà. On va commencer. Avec quoi on va commencer? On va commencer avec des trucs que je suis sûr d'avoir acheté sur Central il y a des années. Et après, on fera au fur et à mesure la pile, ça marche? Combien de personnes? 4 personnes. Yes. C'est bien, vous êtes un public de privilégiés. Vous allez découvrir un peu. Ah, on commence à voir la lumière Ouais, de la fenêtre écoute, qui arrive. on va trouver une solution. Donc, ouais, là, ça a l'air pas mal. Et attends, je vais rallumer. On a un peu de lumière qui arrive encore sur la table. Mais ce qu'on peut faire. On n'aura pas de lumière qui arrive. Ouais, non, mais c'est bon. Sinon, je peux te. Ça va, vous voyez chercher bien de toute façon? Il y a une thématique verre de vin, on dirait. Ouais, peut-être bien. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, tu sais, hein, alcoolique un jour, alcoolique toujours. Donc ça a été publié a priori par l'Artichaut, si je me rappelle bien. En tout cas, je l'ai acheté sur le stand de l'Artichaut il y a hyper longtemps quand ils étaient venus sur Centrale. Je sais pas, tu te rappelles de les avoir vus, toi Félix? L'artichaut, ouais, je me souviens. C'est Yacine l'artichaut. Ouais, Oui, exactement. ouais. Yacine je me rappelle plus du nom de sa nana. Bon, c'est un peu nul, mais je me rappelle. Qui fait des super bouquins elle aussi d'ailleurs. Oui, voilà, c'est les cahiers de l'artichaut. Et donc celui-là, à un moment, ils avaient une espèce de fanzine comme ça qui paraissait relativement régulièrement, qui avait une forme différente à chaque fois, et avec une thématique différente à chaque fois. Il y en avait un sur le caca, je me rappelle, et il y en avait un sur un alphabet. Je crois que j'ai celui sur le caca aussi. Et donc il y avait super fanzine avec que des abécédaires dedans, et que je trouve vraiment cool, et que j'ai pas revu depuis des années. Ça va être beaucoup ça la thématique, là, ça va être putain des trucs que j'ai pas réouvert depuis des années après les avoir lus et achetés. Ça, c'est quoi? C'est une revue? C'était un peu une revue, ouais, parce que ça paraissait relativement régulièrement, il me semble. C'était plus ou moins. C'était jamais le même format, mais c'était toujours le concept d'avoir un C'est thème hyper beau. différent et tout. Ouais. Et donc, ça, c'est du Granville, ça. C'est une gravure classique assez connue. Donc, il y avait des trucs qu'ils ont récupérés. Ça, c'est des merde, comment est-ce qu'on appelle ça? Les petits trucs qu'on découpe pour Noël, là, pour décorer les sapins. Des petites décorations de Noël. Donc là, la thématique, c'était tous les abécédaires. Donc, tu as des trucs comme ça improbables avec des typos, avec des dents.
vraiment le truc le plus flippant du monde. Et bien sûr, des trucs faits par des artistes contemporains, je pense, qui sont signés en face à chaque fois. Ah, c'est hyper beau. Mais ouais, il y a des trucs fantastiques, quoi. On dirait des, tu sais, les hiéroglyphes Inca, là, ou je sais pas quoi. Ah oui, je vois, carrément. Je dis Inca, mais pour un peu, c'est une des autres civilisations de Mésoamérique et je suis en train de me tromper. Ah bah voilà, Chamo, c'est la meuf de Yacine. Accessoirement. Accessoirement, mais par ailleurs, c'est avant tout une autrice géniale. Elle avait, il me semble que je lui avais acheté à ce moment-là, à elle en particulier, un petit livre sur les licornes, non, sur les arcs-en-ciel, que j'avais offert à ma soeur et qui était vraiment trop mignon, avec des petits googly eyes sur la couverture et tout. Ah, John Broadley. Et bah pour le coup, lui, j'ai un bouquin avec que lui tout à l'heure à vous montrer. Yes, cool. Alors peut-être que tu peux déjà nous montrer un autre livre. Ouais, Donc, carrément. en gros, c'est une compilation. Ça fait combien de pages à peu près Alors, donc ça est sorti en 2011. Il doit y Ouais. avoir une bonne cinquantaine de pages, voire plus. Et il y a une jaquette volante dessus qui fait Ouais. poster derrière avec un Wow. truc genre crochet. Ouais, c'est cool. Ouais. Ah non, mais c'est trop cool. Ouais, c'est un très beau livre. Un très beau livre, ouais. Alors, Moi, en fait, j'ai toujours trouvé que l'Artichaut, ils avaient un travail genre hors du commun, ouais. mais l'univers très enfantin, mais en même temps pour les adultes. Et c'est pas moi c'est l'inverse. Ouais. C'est l'univers pour les enfants qui se prend pour les adultes. Ouais, carrément. Mon univers, c'est des, Ouais, c'est- ouais, c'est il y des avait visions un- différentes. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, c'était dans les rares à faire des trucs pour les gosses, en fait. Ouais. Et avec, j'en sais rien, Cuistax, qui est peut-être arrivé un petit peu après. Mais pendant longtemps, il n'y avait pas trop de fanzines et de micro-éditeurs qui faisaient des trucs pour les enfants. Ça C'est doit vrai, être c'est plus vrai. récent. C'est de chez Cutie Cutie. Et je pense qu'ils étaient invités en l'année, pas l'année dernière, l'année d'encore avant. Et c'est un petit fanzine, encore un truc un peu pour les enfants là du coup. Et donc on avait des Finlandais cette année-là. Bah voilà, ça doit être 2018 pour le coup. Cutie Cutie, ouais. Alors le petit format super mignon comme ça, avec Hyper beau, ouais. les pages de garde décorées, ça c'est trop cool. Et avec un truc en couleur un peu, avec une gamme de couleurs vraiment originale comme ça. Et un dessin hyper mignon et l'histoire d'un petit monstre. Donc c'était hyper cool d'avoir des Finlandais. Je vais vous montrer d'autres bouquins que j'avais achetés sur leur stand parce que quand t'as des pays étrangers qui viennent, tu dis bon bah c'est le moment d'en profiter, d'acheter des fanzines avec pas 2 tonnes de frais de port dessus. Ça c'est cool avec les festoches. Ah, c'est hyper beau. Bah ouais, c'est Magnifique, génial. cette BD. Avec ces trucs en mode kappa. Il y a un côté un peu le mec qui a fait Pepe the Frog, Matt Furry, des fois dans le dessin Ouais. je trouve. En un peu plus, un peu moins cartoon peut-être même. Ah, c'est hyper beau. Hein. Ouais, Très il bon est chouette. choix. Hein. Très bon choix. Je vais vous montrer d'autres trucs de finlandais là pendant qu'on est dans la thématique finlandaise on va dire. Ah, je vois des choses que je connais. Ah bah cool. Je vois la famille, même, j'ai envie de dire. Tac. Oui bien sûr. Je vois de quoi tu parles. On va le voir dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Donc ça pareil c'était le stand des Finlandais. Et là on a un bouquin qui est... Alors... Il me semble, Tony, ouais. Je me rappelle pas du nom du mec et j'arrive pas à savoir ce qui est le nom du gars sur les crédits. Eiki Ronko, peut-être bien. Je dois sans doute le dire hyper mal, mais bon, voilà, on va montrer son livre et ce sera déjà pas mal. Donc ça c'est le genre de truc que tu trouves sur les festoches et t'es là, ouais. Ça marche en zine et après si tu fais un bouquin complet ça va exploser la tête aux gens. Quoi. Ouais, c'est vraiment. Donc c'est des histoires. Hein. C'est magnifique, quoi. C'est des histoires qui se lisent en isométrique et tout. Et ça rend dingo quoi. Il avait des posters aussi dans le style. Ah ouais. Puni. Donc, vous avez c'est dingue. les histoires sont relativement faciles à lire une fois que tu comprends le principe. Ah oui, ouais. Mais Oh là là. Ça serait ouf d'avoir ça en 3D, tu sais, genre en VR, de pouvoir circuler à l'intérieur. oh putain. Zoomer, dézoomer et tout. Et puis tu sais comme c'est de l'ISO, des fois t'as l'impression que la perspective s'inverse, tu sais. Ouais, ah oui. Tu sais quand Le tu truc est catapulté, ouais, et là c'est vraiment tu perds. Ouais alors normalement les trucs que j'ai achetés sont en anglais pour le coup, Tony Hall. Ouais, c'est ça me fait penser à Pierre Jeanne aussi, clairement. Ouais.
Une espèce... Mais en même temps, là, il y a un truc encore plus simple, encore plus radical que Pierre Jadot. Pierre Jadot, il se prend toujours la tête pour cacher son processus. Pierre Jadot, il essaie d'être discret, alors que bon... Bah, là, ça va directement, directement dans le truc et c'était assez cool de voir des expérimentations formelles comme ça, vraiment poussées jusqu'au bout. Et on va finir avec les Finlandais. Alors j'avais acheté un autre truc, j'avais acheté une énorme boîte avec 2 tonnes de fanzines dedans, qui était avec tout un délire, avec... le mec, il avait inventé une fausse mascotte pour une marque de flotte et tout. Enfin bref, on va pas partir là-dessus parce que là, ça mériterait son stream pour lui tout seul. Mais donc ça, c'est... si vous réclamez les streams de la collection de Guy, s'il y a bien un moment où faire ça, c'est faire... Mais si tu veux, il faut qu'on se fasse ça. Il faut qu'on se cale un horaire où on fait où on montre... Moi, il y a des trucs que j'aimerais vous montrer. J'ai la version originale qui est un bouquin qui est connu, mais comment il s'appelle le Codex Mundi, qui peut être sympa, Bon, maintenant il est connu, hein, tout le monde. Il y a des scans partout, il a été réédité en pas cher. Et si vous voulez voir la version expansive, je l'ai ici. Ça pourrait être rigolo de faire un stream de tous nos objets les plus fancy de collection. Ouais, bah oui, t'as toujours quelques bouquins dans ta bibliothèque que t'as vraiment envie de montrer aux autres parce que t'as eu du bol de le récupérer à un moment où soit il était pas trop connu, soit t'avais un pote qui... Enfin bref. Et ça c'est... Ouais, voilà, c'est plein de petites bandes dessinées, pareil d'un Finlandais, Steve Nyberg. Et pareil, ça m'avait tapé dans l'œil à l'époque et c'est pas mal du tout au niveau narration. Il y a ce côté un peu naïf du dessin aussi qui est pas désagréable, je trouve, et tout. Ouais, et j'ai l'impression qu'ils aiment bien les belles pages de garde bien chargées pour filer mal à la tête. C'est hyper beau, hein. Ouais, c'est super beau. C'était un super stand. Ouais, c'est super. Moi, j'adore quand le comics ressemble... quand les fanzines ressemblent à des comics, c'est un truc, ça marche vachement bien avec moi. Ben, bizarrement, c'est un truc, j'ai l'impression, en France, on a moins ça, c'est vraiment des gens qui font juste des fanzines avec de la BD, juste comme ça, tu vois, sans chercher un concept de malade, ou sans être à 50 000 dessus, genre juste, je vais faire mon histoire avec un petit comics agrafé, imprimé dans un coin. Il y a Radio Ace Papers qui fait ça. Je les ai pris, mais comme ils sont invités au prochain salon, on va pas trop les montrer. Ouais. Après, moi, je veux bien faire un stream entier sur comment elle s'appelle leur revue. Où on regarde tout Bento. Je les ai là, les Bento. Franchement, pour moi, c'est une des meilleures revues que j'ai eues entre les mains. Donc, encore un truc acheté sur Central il y a quelques années, et de Juliette Léveillé, bien sûr, qui avait eu un stand à un moment, il me semble. Et bien sûr, Juliette, si vous la connaissez, c'est Tête de mort et compagnie, quoi. Vraiment... Ah oui, c'est vrai. Oh bah d'ailleurs, je peux montrer. J'ai je sais pas où il est, mais j'ai le jeu de memory de Juliette. Oui, qui est magnifique. Beau, je crois que je l'ai pas et c'est juste parce qu'à chaque fois j'avais pas les thunes pour l'acheter. Je vais voir si je le trouve parce que c'est pas marrant. ouais, faut voir. Et donc elle avait fait tout un catalogue avec des expressions sur la mort, des trucs comme ça. Ouais. Eh, je vois qu'on est 7 là, cool. Qu'est-ce qu'on a en plus de... on a Salomé. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat hein, si jamais vous l'avez pas fait encore. Et alors c'est marrant parce que donc le truc de Salomé, si je me rappelle bien, c'est sérigraphié. Salut. Val d'Orange, du coup, c'est qui? Je sais pas. C'est sérigraphié avec de la bombe au pochoir, de la bombe dorée. Vraiment les trucs. Ah bah le voilà. Yes, il l'a retrouvé. On peut faire un stream, on fait une partie une partie de ce memory. Une partie de memory. J'avais fait, c'est Elisabeth qui m'a offert ce memory. Et je suis un grand fan de memory et j'avais fait la remarque à Juliette disant il en faut plus quoi, si c'est un memory, il n'y a pas assez de paires. C'est parce que je suis boulimique. Mais... En plus il y avait largement la place d'en mettre plus des cartes. Je vais vous les étaler.
Et c'était quoi comme impression? C'était de la série, ça? C'est de la série, ouais. Et franchement, je pense qu'il y a 4, 5 passages. Oui, au moins 3, ouais. Oui, 3. Je dirais 3. C'est le genre de truc, tu sais pas si tu dois l'utiliser pour jouer ou pour décorer, mais en fait, tu peux faire les deux. Ouais, carrément. Bon, après, faut pas les perdre si tu utilises pour décorer. Ouais, après, il faut aussi, tu fais tomber, tu sais, le café ou la bière. C'est pas des mini Xubok. Yo, Val. Ça roule? Ce sont mes préf, les fanzines non collectifs. Et oui, je suis d'accord avec toi. Il y a ce truc, notamment 8-Ball, là, je pense que toi et moi, c'est une grosse référence pour nous, mais qui était genre Ghost World, qui a été prépublié en fanzine. Ouais. Puis il y a même, c'est une autre histoire, alors ceux qui me connaissent savent à quel point je suis fan des Tortues Ninja, mais l'histoire des Tortues Ninja commence par un fanzine prépublié. Je sais pas si les ricains diraient que c'est un fanzine, je pense qu'ils diraient que c'est de l'auto-édition. Ouais. Mais quand tu regardes la tronche que ça avait, oui, c'est un fanzine, quoi. C'est tiré, je sais même pas si c'est de l'offset au final, les premiers exemplaires de Tortue Ninja. Je crois qu'il y a un certain. Si, je pense, ouais. Parce que c'est vraiment tiré à l'arrache. Ils en vendent des milliers très vite. Ouais. C'est aussi un des facteurs de. Bon, on n'est pas là pour parler de Tortue Ninja. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir que les fanzines, ça peut être autant les Tortues Ninja que, j'en sais rien, un truc plus expérimental. Ça peut être un truc avec couverture sérigraphiée, avec high concept et tout. Il n'y a pas de. Moi, j'ai pas ce truc où je dis que les fanzines doivent absolument être cheap, ou alors les fanzines doivent absolument être expérimentaux ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de critère de qualité sur un fanzine. Du coup, si Tony t'aimes bien les fanzines avec une seule personne, là, tu vas vraiment être déçu parce que BD Machine, c'est pas le principe. Donc on va enchaîner là-dessus. Alors BD Machine, il me semble qu'ils étaient là en 2019. Il y a 2 ans, ouais, je pense. Hein. On était à la salle des colonnes là encore, là, dans cette putain de taudis. Oui. Mais c'est la dernière fois la salle des colonnes. En fait. A priori, c'était la dernière fois. Ouais. C'est l'entre-deux fois. C'est la fois où on a été obligé de revenir. Et donc, BD Machine, c'est vraiment, pour le coup, c'est le format hyper classique du fanzine collectif de bande dessinée. Salut 810-16 Amel. Oui, ça marche. Excuse-nous pour l'approximation. Elle dit que chez moi, c'est pas la meuf de Yacine. Donc, c'est la meuf qui est avec Yacine la plupart du temps. Désolé. Par défaut, j'ai cru que. Je m'excuse complètement. Sur le coup, c'est Tanguy et Léonie. Trop cool! Salut, bienvenue à vous sur ce petit stream expérimental. Voilà, où ça tombe bien, Léonie, je voulais te dire un truc. Tes étiquettes pour la météore, elles sont magnifiques. Je les ai pas vues, c'est un plaisir de starter la tronche avec des étiquettes que tu as dessinées. Bon, là vous êtes face à la bande dessinée d'un des plus grands auteurs de bande dessinée de l'histoire de la bande dessinée. Oui. Je vois pas trop. Je vois pas trop comment on rivalise là. En fait. Il y a aussi, avant, il y avait une des plus grandes autrices de l'histoire de la bande dessinée. Oui, d'ailleurs, j'ai pris un fanzine avec elle. Ah oui, parce que elle aussi, elle fait des fanzines toute seule. Hyper beau. Ouais. Et c'est qui ça? Je sais pas. Je connais pas tout le monde. Ça, c'est Jérôme Bouquet. Tu connais mieux. Ça, c'est Théo Calmejane. Ça, c'est Cléry Dubourg. Bien sûr. Ça, tout le monde connaît. Le grand, l'unique. Ouais, c'est clair. Grand champion de la bande dessinée. Oui, c'est Zine Solo. Pour le coup, pareil, j'en ai pris un de... Ah ouais, putain. Oui, alors ça c'est... Ouais, alors moi effectivement, Désastre, pour moi c'est un livre. C'est chez Na Édition. Et, mais c'est de la micro... C'est de la micro-édition. Ouais. On commence à avoir l'ISBN, le code barre, on commence à glisser en dehors du territoire du fanzine. C'était pour vous montrer d'autres trucs de Cléry si vous connaissez pas. Et ça se lit hyper bien, c'est hyper efficace, et c'est drôle. Enfin... C'est vraiment... Alors attends.
Oui, voilà. Et donc ça, c'est le bouquin de Fanny. Ne vous laissez pas attendrir par le vampire, qui est pas une grosse histoire parce qu'il y a genre une ou deux images par page. Et pareil, qui est hyper bien avec son trait qui est hyper relâché. Ouais, et cette BD, si vous l'avez lue, elle est genre, juste trop belle. Ouais. Ah, moi, Fanny, bon, c'est une amie, hein, mais Elle est hyper belle, cette et c'est image, une je amie pense. assez, enfin, en fait, on n'est pas si proche que ça, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est la compagne et la mère des enfants de Jérôme Le Bihan, Ouais. autre auteur notable. Là, pour le coup, on est sûr qu'ils sont Mais ensemble. là, On n'est pas en train de raconter des conneries, ce que c'est. Euh, et, euh, et, et, euh, et elle, pour moi, enfin depuis que je la connais, c'est vraiment une des artistes les plus folles en termes de BD. C'est quelqu'un qui a une expression ultra naturelle à la bande dessinée, c'est-à-dire un peu comme d'autres gens que je connais à la Mortis Ghost, qui sont des gens. Bon, alors Mortis, il s'exprime pas qu'en BD, mais qui ont une expression en BD genre ultra naturelle en fait. Tu sens que ça leur vient. Enfin, ça nous semble en tout cas hyper naturel quand on les lit. Ouais. Voilà. Et puis même à leur face, en fait, moi, de les connaître Toi, ceux-là, tu les connais. je les vraiment. Et Fanny, quand tu la vois dessiner, en fait, j'ai eu une discussion avec elle sur le dessin, et elle a plein de petites. Enfin, elle dit, le dessin c'est comme ça ne peut pas être autrement, et c'est magnifique en fait de voir à quel point, en fait, c'est vraiment, c'est elle en fait, c'est sa façon de faire, son expression et tout. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire son travail, ça se ressent énormément dans le texte, pas uniquement des belles images, c'est toujours des trucs hyper beaux, hyper poétiques. Donc, je profite de cette tribune pour parler du travail de Fanny, qui est vraiment, pour moi, une artiste, une des artistes inconnues actuelles, mais qui fait des trucs incroyables. Et vous pouvez lire une grosse partie de son travail sur grand papier. Ouais. Tiens, voilà, impeccable. Donc j'ai beaucoup ramené de fanzines de bande dessinée parce que c'est un peu mon truc. Hein. Ouais, donc, bien sûr. Voilà. Mais j'ai aussi pris des trucs qui sont un peu plus, on va dire, de l'ordre de l'illustration pour d'autres fanzines. Alors celui-là, c'est encore de la bande dessinée, bien sûr. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, ça c'est, comment elle s'appelle Léa Muraviec. Ouais, très forte aussi. Crossui, je sais pas comment ça se dit. Si je me rappelle bien, il ou elle a dessiné les vaisseaux. Et Léa a fait la bande dessinée. Donc il est mecha designer sur le. Ah ouais, putain. Donc c'est quand même un fanzine avec un mecha designer, je trouve ça assez cool. C'est pas. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est un peu un truc. C'est plutôt original, je trouve. Et voilà, on voit, ça persiste les signes, mais bon, après, c'est aussi tes goûts, mais il y a une qualité constante dans la production des livres et dans la production des bandes dessinées que tu nous as montrées. Mais en même temps, on retrouve aussi une espèce de liberté, liberté éditoriale, de laisser de la place à des façons de raconter complètement différentes. Tout en étant relativement simple dans la forme, en fait, finalement. Quand on regarde. Oui, ça reste, je veux dire, la forme vraiment physique bien sûr. d'édition, ça reste des trucs agrafés, collés. C'est pas des éditions qui sont hors de portée d'une personne qui est relativement novice en termes d'édition. Oui, Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est de voir un bouquin ambitieux avec une forme qui est pensée, mais qui est pas non plus, hors de prix ou hyper complexe. Et là, on voit par exemple que c'est réfléchi, mais c'est pas non plus un objet de luxe ou quoi que ce soit. Clairement pas. Et d'ailleurs, quand tu vois l'intérieur, enfin moi je suis assez subjugué, c'est vraiment à mon goût ce que je vois à l'intérieur. Et la couve et l'objet en lui-même m'attire pas du tout. Quand je me suis dit, pour moi ils sont un peu passés à côté de leur couverture. Mais parce que je suis dur. Il y a un décalage avec une certaine complexité à l'intérieur. Et la couve est belle, mais elle n'appelle pas forcément ce qu'il y a dedans en fait. C'est souvent ça je trouve dans les fanzines, t'as une espèce de décalage entre la couve et l'intérieur. T'as pas cette adéquation entre les deux. Ça me fait un peu comme les comics américains, tu sais. Des fois t'as une hyper belle couve sur les comics, t'ouvres le truc, c'est pas le même mec qui a dessiné à l'intérieur, t'es là, putain c'est nul à chier dedans. Ou l'inverse, des fois la couverture est hyper moche, tu rentres dedans, t'es là, mais attends c'est trop bien dessiné, pourquoi est-ce qu'ils ont pris une couverture moche comme ça? Et bon là c'est pas un décalage aussi important avec ça. Faudrait pas qu'ils regardent le truc en se disant on est en train de chier sur la coupe parce que c'est pas le cas. Enfin pas moi en tout cas. Le trash talk. Non pas du tout. Fais gaffe à ce que tu racontes. Non pas du tout. Non justement ce que je disais c'est quand même intéressant par rapport à ce que je disais par rapport à la forme et se poser la question du fanzine et dire mais c'est super intéressant parce qu'au final et c'est un message que j'enverrai. Bon je pense que toutes les personnes dans le chat
ont l'habitude des fanzines et de la consommation de fanzines. Ouais, Et c'est genre, ne vous fiez pas à la couverture, quoi. Parce que moi, ce fanzine, j'aurais pas forcément ouvert. Mais quand je faisais beaucoup de festivals, c'était une règle que je m'imposais. Ouais. C'était d'ouvrir minimum 3 revues par stand. En fait. Genre, en fait, j'étais sur une statistique, c'est dès que j'arrive sur un stand, si j'ouvre une revue et que ça me plaît pas, je pars pas du principe que dans les autres il y a la même chose, et donc j'ouvre et je passe, parce que là tu vois ce fanzine, je regarde la couve, j'ai pas envie de l'acheter, j'ouvre 2 pages, j'ai envie de l'acheter, tu vois, instantanément, tu vois. Donc voilà. Ça c'est un truc avec les je sais pas, mais je pense que tout le monde dans le chat là a déjà fait des festivals, mais c'est un peu une règle, c'est que c'est pas parce que tu as un bouquin sur un stand qui te plaît pas que les autres vont pas te plaire en fait. Les choses sont tellement diverses, il y a tellement une grande variété. Alors que si tu vas dans une maison d'édition qui a, on va dire, une ligne éditoriale qui se tient à peu près, si tu ouvres un bouquin et que tu trouves ça nul à chier, il y a de fortes chances pour que le reste soit pas à ton goût non plus. Forte chance, Enfin, il y a plus de chances. Ou même, oui, un bouquin c'est peut-être moins vrai maintenant. Un bouquin, c'est pas. Non, en fait, moi, c'est plutôt par cette exception du fait que les petits éditeurs n'éditent pas que des choses de qualité, ils existent aussi des choses dont ils ont confiance et dont ils aiment bien. Donc chez tous les petits éditeurs, tu te retrouves aussi face à des situations, de trucs et des choses un peu moins bien. Donc ça peut arriver d'ouvrir un truc un peu moins bien. Mais au-delà de ça, je reste sur une statistique un peu plus élevée. Chez un gros éditeur, j'ouvrirai 2 livres. Alors chez un micro-éditeur, j'ouvrirai un livre. Générosité. Quelle générosité. Oui, après c'est quand t'es pas pressé et que t'as envie de voir les trucs. Et après, il y a toujours une attirance, tu vois. Mais après là, c'est différent par contre. Effectivement, un éditeur, si la DA des couves me plaît pas, je vais pas forcément ouvrir. Alors que chez un micro-éditeur, je vais pas du tout avoir la même notion. La couverture, et puis faire les couvertures, c'est très très difficile. Enfin, j'en sais quelque chose, quoi. J'imagine que vous aussi. Tony disait qu'il y avait une thématique verre à vin. Ah oui, en effet. Donc Men Only, je sais pas si tout le monde connaît là, dans le chat. C'est vraiment un concept qui est à la fois génial et hyper foireux, moi je trouve. Ouais, c'est vraiment. Il va falloir en dire plus. Ouais. Mais... Alors, je vais m'expliquer parce que je veux surtout pas donner l'impression que je critique le truc parce que c'est pas le cas. Ça s'appelle Men Only parce que il y a que des auteurs masculins dedans. Mais en fait non, il n'y a pas des auteurs masculins dedans. Mais en fait non, il y en a aucun. Il y en a aucun. C'est-à-dire c'est que des nanas qui ont des pseudos et des identités secrètes sur internet, c'est-à-dire elles ont des comptes Instagram avec les mecs, les faux auteurs qui postent et tout. Ouais, je sais pas, ça va loin. Elles ont tenu. Je sais pas combien de temps ça a tenu, mais à un moment ça a tenu loin. Sous leur vrai nom. Ouais, mais après. Et donc ça entretient une espèce de confusion hyper bizarre. C'est-à-dire, tu lis les trucs, tu sens qu'il y a une espèce de second degré, ou alors que si c'est du premier degré, les mecs sont complètement frappadingues. et en fanzine, des gens frappadingues, il y en a beaucoup. Donc voilà. Et du coup, il y avait ce projet complètement dingue au niveau éditorial. Et donc, je vais dire pourquoi c'est foireux, parce que du coup, tu vois que le boulot te plaît, parce que tu sens tu sens qu'il y a une exigence derrière, un projet génial. Et t'es là, oui, mais du coup, je veux connaître leur vrai nom. Pour pouvoir les suivre vraiment et savoir qui a vraiment fait les trucs. Évidemment. Et je pense que de l'extérieur, c'est hyper dur de savoir qui avait fait quoi. Mais en fait, c'est hyper drôle, je ne m'attendais pas du tout qu'on fasse ça. On est dans une définition hyper intéressante du fanzine, de cet aspect expérimental. J'ai l'impression d'être passé aussi par des idées complètement foireuses comme celle-ci, et puis pour les connaître un peu, même c'est marrant à quel point dans le fanzine, il y a cette démarche où une idée foireuse peut saboter le fait que... alors après, encore c'est des amis, mais pour moi, ça fait partie des meilleures revues que j'ai vues passer. Derrière, juste après Bento, il y a Men Only, quoi. Et pareil, il y a un truc... Après, l'autre truc, qui pour moi se sabote, mais après, c'est aussi parce que j'ai fait une revue exactement pareil, parce que c'est une revue hebdomadaire qui est vendue très cher au final. Bon, après, comment dire, vous comprenez. C'est 15 € l'unité de ces livres, et c'était un billet hebdomadaire, mais je crois comme la revue que je faisais moi à l'époque.
Et c'est des trucs où on s'aperçoit que les gens qui... En fait, c'est extraordinaire en termes éditorial de dire, en fait, on va offrir une structure expérimentale qui va permettre de donner de la durée et à des auteurs et des autrices de produire des choses à long terme. Mais en termes de commerce, c'est un pied... Enfin, comment dire, c'est un pied dans la tombe, parce que tenir ce genre de choses... C'est le genre de truc que tu peux faire. Je pense qu'elles étaient encore à cheval avec les Arts Déco quand elles ont fait ça. Je voudrais pas dire de bêtises. Je suis pas. Elles sont toutes parties, je crois qu'elles continuent, hein, mais Only, je suis pas sûr que c'est fini, terminé, Imen Only. Ah oui, ouais. Ouais. Il y a eu le Kickstarter avec Imen Only. Ouais. Et je pense que c'était le dernier numéro. D'accord, ok. Il me semble. Hein. Mais je dis peut-être des bêtises, vous vérifierez de votre côté. J'ai pas suivi. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais bien, si elles sont dans le coin, faire un stream avec elles, ça serait trop bien. Ouais. Ah oui, bah oui. Alors, on a eu une année où on a eu oui, mais enfin ouais, l'honneur d'avoir Benoît Jacques à Central Vapeur. Et Benoît Jacques, c'est un peu, je sais pas, ça fait partie un peu de nos papas à tous en auto-édition, quoi. Enfin, tu vois, c'est un des dieux de l'auto-édition. Voilà, il est genre, c'est le genre de mec qui arrive à être dans les centres d'art, les trucs de vente de gravures, les trucs de micro-édition, et il est partout à sa place en fait. Il est pertinent absolument partout, et c'est quelqu'un qui a, je pense, un public qui est relativement large, et il arrive à faire ses trucs dans son coin et tout, et à chaque fois c'est génial. C'est un génie. Que ce soit l'oiseau con ou ça, donc ça c'est un l'oiseau con, c'est que j'ai juste. C'est le titre que tu dois citer. Donc ça c'est un recueil de proverbes, soit anglais soit français. Et donc l'idée c'est de trouver des proverbes qui se rapprochent les uns des autres. Donc là on a avoir une araignée au plafond et bats in your belfry, donc c'est-à-dire des araignées dans votre beffroi. Ce qui est vraiment très drôle, je trouve. Et bien sûr, avec son style. Là, je pense que c'est du découpage, pour le coup. Pas de la gravure. Et donc, moi, ça me rappelle les découpages en papier chinois qu'on peut voir en art populaire chinois, qui était vraiment un art populaire qui était fait par les paysans chinois pour porter bonheur, pour le nouvel an, des trucs comme ça, pour décorer, tout bêtement. Hein. Et bon, le papier découpé, c'est aussi un truc qu'il y avait en Suisse, qu'il y avait en France, qu'il y avait en Allemagne. Donc c'est vraiment un art populaire qui est vraiment hyper répandu. Et bien sûr, Benoît Jacques, donc tu as des super illustrations. C'est somptueux, je n'avais pas vu ce livre, il est magnifique. Et ouais, parce que c'est un vieux livre de lui. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est un vieux livre de lui, il date de 2006. Là, je vois au dépôt légal. C'est relativement vieux. Ouais, 14 ans. Hein. Qui a été retiré en 2012 et qui est dédicacé. Oh, quel plaisir. Avec un magnifique oiseau, Prognate. Donc voilà. Donc ça c'est Benoît Jacques. Benoît Jacques, bon, si vous n'avez pas un Benoît Jacques dans votre bibliothèque. À 40 ans, vous avez votre vie. Alors oui, on voit pour enchaîner. Donc, Oran, je pense pas l'avoir acheté sur Central. Ah, c'est la combienième meilleure autrice du monde? La 12e peut-être. Ça va commencer à être difficile parce que moi, c'est marrant parce que je vais naturellement beaucoup vers les autrices, j'ai l'impression. Ah oui. C'est peut-être parce que en fait, au niveau mec, on a un peu fait le tour, je sais pas. Et donc, Oriane, elle a fait des trucs chez Biscotto notamment ces derniers temps. Ouais, Biscotto et Arbitraire, Biscotto. Et donc, elle a ce style vraiment génial. De Linkrad ultra maîtrisé. Ouais. Ces cases déconstruites comme ça. Et pourtant, on arrive toujours à lire dans le bon sens les choses. C'est beaucoup plus clair. Maîtrise du Z. L'art du Z, on peut appeler ça. Oui, c'est vrai. Le The Art. C'est un spin-off de Tintin. De Spirou. Ah oui, ouais. Avec Zorglub. Ah. Et donc là, c'est une histoire toute bête, toute mignonne. Avec des légumes et voilà. Ouais, alors il y a de l'astuce. De ce que je connais, moi je dirais quelque chose étrange que d'enfanter. C'est ça le best-seller. Ah oui, alors pour le coup celui-là je l'ai pas lu.
Ok. Donc, Mais moi, c'est le seul que j'ai. Enfin, c'est pas le seul que j'ai lu, mais c'est le seul que j'ai juste possédé. est-ce que ça marche encore le stream là? On voit Oui, plus oui, je personne. crois que les gens. En fait, c'est le phénomène. Les gens écoutent, du coup, ils Ouais, parlent pas. c'est ça. Le phénomène où on parle et on donne des informations et on peut faire une pause et demander aux gens ce qu'ils en pensent. Ouais. N'hésitez pas Oui, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas parce que. Ouais, bah voilà, à partager, mais en même temps, c'est un plaisir aussi pour nous de. je peux au moins vous dire que je peux pas répondre. Voilà, c'est bien, on écoute ces gens. C'est très bien, c'est C'est très bien. exactement ça. Alors j'en profite pour passer un petit message à toutes les personnes qui suivraient ce stream et qui voudraient parler dans le chat et qui seraient pas et qui ne pourraient pas. Donc il vous suffit de vous créer un compte sur Twitch qui est sans engagement. Hein, Ouais. donc n'hésitez pas à faire ça, comme ça vous pourrez participer aux discussions dans le chat si l'envie vous en prend. Ouais. Mais à titre informatif, dans tous les chats, il y a 20% qui parlent et 80% qui écoutent. C'est un phénomène tout à fait naturel. Là, vous ne voyez pas, on est tous les deux la tête avancée vers le chat. On est en train de lorgner sur le chat qui est trop petit. On est là! Oui, on est là. Nous aussi, on est là. Alors, bah, encore une autrice, hein, parce que merde. Hein. Donc, ça, pour le coup, c'est sur le festival Fumetti que je l'ai acheté. D'accord. J'étais sur la table commune. Et à un moment, donc Mélanie Alag est venue sur la table pour poser ses trucs. Et j'ai feuilleté son bouquin. Wow. Et j'ai trouvé ça hyper cool. C'est un mélange entre toi, moi et Tony. Ouais, voilà. C'est notre enfant de notre triolisme maléfique. Tiens, en plus, donc, putain, c'est trop beau, quoi. Mélanie qui est en train de préparer un bouquin, de ce que je sais. Et Aïe, aïe. dont le style a évolué, qui est plus stylisé que ça maintenant, je pense. Qui est plus, un peu plus cartoon, je pense. Hyper beau. Ah ouais, c'est chouette. Hyper beau, j'adore. Et l'histoire est assez cool en plus. Insane. Mais ça, j'étais sûr que ça te plairait, Félix. Tony aussi. Tu vois. Ah ouais. Elle poste plein de trucs sur Instagram, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Oui, alors ça, c'est un truc qui peut être frustrant des fois aussi. Tu fais sur des festoches, tu trouves des super auteurs, ils ont genre un méga bouquin et tout, t'es trop content. Et ils ont aucune présence sur internet et t'es là, bon, bah, Ouais, c'est ouf. Hein. plus jamais je te reverrai, tant pis. Hein. Ouais. Mais ça, c'est la magie. Mais je suis Ouais, ravi. ça fait partie de la magie du truc. Je suis ravi qu'on fasse ce truc-là ensemble parce que ça me détermine qu'il faut qu'on fasse ça plus souvent. Ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs à voir. Moi, j'ai vu aussi des trucs de mon côté. Ouais. En fait, il y a un vrai monde souterrain du fanzine et qu'il faut continuer à arpenter. Et ce format-là, j'espère que ça vous intéresse. Puis, Et alors, du coup, bah, pareil, là, encore un objet qui est relativement simple au niveau de l'édition. L'intérieur, je pense que c'est du tirage laser tout con. Hein. Ouais, Et la couve, c'est de la sérigraphie en blanc sur papier noir, un peu costaud. Voilà, rien d'insurmontable, quoi. Je veux Rien dire, d'insurmontable, avec un peu de détermination, tu le fais ton bouquin, quoi. C'est vraiment pas... Ouais, c'est clair. Ça fait combien de pages à peu près? Parce qu'on voit pas, bonne question, ouais. on voit pas bien à la caméra. Je sais pas, je dirais... Soixantaine? Ouais, un truc dans ce genre-là, ouais. Bon, il y a rarement, c'est rarement paginé, hein, Alors pour les fanzines. apprentis fanzineuses, la limite en 90 grammes agrafé, c'est 80 pages. Ouais, après ça devient chaud, quoi. Puis il faut une bonne agrafeuse, quoi. Donc 40 feuilles. Non, 20 feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là? Tu multiplies par 4 pour le nombre de pages. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Non, ça doit être 20 feuilles. un truc qui brille que je vais vous montrer à la fin, je pense. On a Bento. Allez, on va partir sur Bento. Ouais, j'ai vraiment un tropisme pour les fanzines de bande dessinée. On va dire que c'était le thème du stream. Hein. Mais on a vraiment les mêmes goûts. Ouais. Donc Bento, pour le coup, format comics. Il sort combien de fois? Il sort 2 ou 3 fois par an, il me semble. Il me semble que c'est saisonnier. Ah voilà, celui-là c'est hiver 2018. Donc je pense qu'il y en a un été, automne, hiver à chaque fois. Je suis pas sûr. Pas sûr. Il y en a peut-être qu'on sautait. Et donc si je me rappelle bien, le rédacteur en chef c'est Pierre Morel. Et c'est édité par Radio Espapier. Espaper. Radio Espapier.
Ah, quoi que c'est peut-être Radio S-Papier en fait, pas savoir. J'en sais rien. Et donc, mise en page hyper simple. Le titre à chaque fois. La bande dessinée commence dès la page d'intro, comme certains hebdomadaires de bande dessinée qu'il y a pu y avoir. Par exemple, à un moment, Spirou, c'était ça. Il y avait une demi-page en bas avec la bande dessinée qui commençait. Parce qu'à l'époque, il fallait... oui, voilà, par exemple. Ou alors des BD qui étaient coupés en deux et qui après ont dû être remontés pour des albums et tout. Et c'est pour ça, des fois, on a des cliffhangers de 2000 pages où genre tu as une situation de cliffhanger à la moitié de la page et quand tu es en album tu retrouves ça. Tintin a été édité Ouais, parce que en ça strip paraissait j'imagine, le petit 20e. dans France Soir à un moment même, dans le quotidien belge de l'époque. Pas François, mais Le Soir. Mais... Oui, Le Soir. Quel con. France Soir, quotidien belge. Bon, enfin bref. Donc Bento, oui, bah du coup, des Belges aussi un peu. Et donc, bah tiens, on retrouve des gens. On retrouve des gens. Ah bah oui, oui. Bah oui, voilà. Donc on retrouve des gens. On on a retrouve un goût pour la BD intense. Si vous voulez le sommaire complet, il est là. Et donc, avec Bento, un thème qui revient, Noah Van Sciver, un thème qui revient, c'est en fait la précarité et le travail en fait. Parce que Bento, pardon, vas-y. Ouais, vas-y, continue. Un des trucs qui fait que, bon, alors moi, encore une fois, je suis très très proche de la démarche de Bento pour ce premier truc, mais c'est un truc que je trouve vachement dans la sélection de Guy, parce qu'on a la même préoccupation autour du fait de faire de la bande dessinée vraiment au sens premier du terme, quasiment traditionnel, genre en mode narratif avec des cases, même si expérimental quand même avec ce genre de traité. Donc c'est quelque chose qu'on va vraiment très intensément retrouver, vous voyez, et c'est toujours de la bande dessinée, toujours du noir et blanc, de démarche, c'est pas du noir et blanc contraint, donc on voit vraiment, il y a toujours une composition, les choses sont toujours très précises. Et en plus de ça, Bento, en plus d'être un très très bon fanzine avec des très bons auteurs de bande dessinée, s'octroie le droit d'être politique et de parler de la vie de tous les jours sans tomber dans le tropisme soit de l'autobiographie à tout prix, soit du reportage. Et là vraiment, c'est notamment, après voilà, c'est aussi un goût personnel, mais c'est notamment pourquoi Bento est pour moi une des revues les plus indispensables et qui ne devrait pas être un fanzine, devrait être diffusé, on devrait trouver ça en librairie. Pour le coup, il y a un ISBN à Bento, en tout cas à partir de... Non, à partir du premier numéro. Je sais pas s'il est très bien diffusé, mais en tout cas, il y a des efforts pour le rendre accessible, en tout cas, ça c'est sûr. Et je sais qu'il est tiré à plusieurs milliers d'exemplaires, je sais pas si c'est 2000 ou 4000, mais c'est tiré relativement grand. Donc on est un peu borderline fanzine, c'est presque plus une revue qu'un fanzine. Ça a une forme relativement modeste, donc on tire encore un peu vers le fanzine. De toute façon, c'est des définitions qui sont floues, tout ça. Moi, je cherche pas à absolument définir fanzine avec une définition hyper stable et sûre. Moi, c'est pas non plus un truc. Oui, non, carrément. Bien sûr. Mais oui, ce que tu disais, politiser la bande dessinée, quoi. Avoir un engagement, avoir un avis sur les choses, sur sa vie, sur la vie des autres. Et en parler un peu dans la fiction, quoi. Un truc, putain, c'est important, quoi. On a eu des années de BD autobiographiques sans parler de politique. C'est hyper flippant. Et là, on a un peu des trucs... Ah ouais, quand même, la bande dessinée... C'est pas si vrai que ça. En fait, je pense à certains trucs. La vie est politique. Alors, est-ce qu'on lance ce débat maintenant? Est-ce que je fais brûler on peut garder ça pour un prochain stream, peut-être. Non, mais c'est super intéressant. Enfin, je pense que c'est vraiment un domaine d'expertise. Il faut qu'il y ait des gens que ça intéresse. Mais je pense qu'en fait, l'autobiographie parlant de la vie des gens est de facto politique. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut justement, sous prétexte de parler de la vie des gens, faire de la politique? Et c'est ce qu'on va retrouver chez Bento. Mais je pense que c'est aussi une liberté, pas une liberté de ton, ça fait un peu genre en mode, ça fait un peu liberté d'expression de dire ça, mais c'est plutôt genre en mode, en gros, on sent que, ils ont envie de s'exprimer et que c'est la liberté, c'est ce besoin de s'exprimer qui amène à ça, et il y a un choix autour de ça. Et puis il y a aussi quelque chose qui se crée. Il y a un vide à remplir aussi, je pense. Il y a une place qui n'est pas prise aussi par
Et donc ils viennent s'installer dans Ouais, dans ce vide-là. Donc, Et donc ils ont je pense, facilement trouvé l'aval des gens qui produisent ces choses de qualité. Et moi, je sais que, bon, après, c'est mon avis personnel, mais je sais que quand j'ai vu à Fumetti le stand de Radio Ice Paper, notamment, donc ils vendaient une partie des trucs de l'employé du mois, ils font pas mal d'auteurs en commun avec l'employé du mois et tout. Quand j'ai vu ce stand, quand j'ai vu le nombre de peu de personnes qu'il y avait et le côté désuet, j'étais dans une tristesse en me disant putain, mais c'est vraiment Fumetti, le problème, c'est qu'ils ont eu des espèces de coups de malchance à chaque fois. Ils avaient peu de monde en général. Ouais, d'accord. Ouais, c'était pas une règle. Enfin, c'est pas le stade. Okay. Je pense pas que ce soit Radio Ice Paper qui est. Ouais, mais j'avais l'impression. Ouais. Mais oui, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde où, quand Radio Ice Paper est à un endroit, les gens se bousculent. Et non, mais je vis dans un monde fantasmé. Ce n'est pas la réalité. Mais j'étais là, genre, au secours, on peut être les meilleurs auteurs de bande dessinée en France et produire des contenus les plus politiques. Et quand tu fais un festival dans une grande ville comme Nantes, alors qu'il faisait hyper beau, qu'il y avait de la bière pas chère. Tu vois, je veux dire, qui sont les facteurs qui réunissent les gens. Je peux te dire que moi aussi, quand je vendais mon meilleur fanzine du monde aussi, Equinox, j'étais un peu déçu de voir aussi peu de monde. Ah bah oui, clairement. Tu vois, c'est pas que Bento qui repousse les gens avec son politisation. T'as pas tous les centristes qui sont, qui sont en train de fondre devant. Parce que, oh, mais c'est plutôt, j'en sais rien, on sombre dans le café du commerce, mais ça sera avec plaisir. On va continuer sur John Broadley. Donc tout à l'heure, on a vu du John Broadley. Je me rappelle plus à quelle occasion, mais je vous en ai montré tout à l'heure. J'étais surpris d'ailleurs. Et donc, trop bien, Salomé, génial, très bonne nouvelle. Louis Hermès a fait une interview est en train de préparer une interview de Pierre Morel. Il parlera de ça. Il en a parlé sur Discord, c'est cool. Je suis hyper intéressé. Donc John Broadley qui fait de la gravure et du découpage. Et là, c'est du découpage. Il récupère des textures dans des revues, des magazines, je pense des enveloppes, des conneries comme ça. Hyper beau. Et il fait des espèces de dessins comme ça, un peu bizarres et étranges. Et celui-là s'appelle Wild for Adventure. Il y a encore le prix dessus. Et bah, je sais pas, c'est cool quoi. C'est une espèce de faux recueil d'illustrations de magazines, d'anecdotes. J'arrive pas à savoir, c'est juste bizarre et chouette quoi. Ouais, c'est juste fou, hein. Encore cette capacité de compilation. Ce qui serait intéressant aussi, ça serait de faire une compilation des fanzines plus débutants aussi. Ouais. Parce que là, tu as choisi que des choses qui sont très pro, entre guillemets. C'est vrai. Mais non, mais c'est super. Hein, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire signe sur le Discord ici. Et moi, je proposerais bien là, pour le festival avec qui on pourrait faire presque une par jour. Un petit, tu vois, un petit truc où on monte des fanzines. Faudrait que j'aille récupérer une... Moi, j'ai pas de fanzine à vous montrer quasiment, je crois. J'ai 2-3 trucs, mais qui sont pas des trucs liés à Central. Parce que j'ai toute ma collection qui est à... Enfin, une grosse partie de ma collection qui est à l'iconographe. Je les ai amenés pour un workshop. Et je les ai pas ramenés. Donc, je vais faire genre le mec... Ouais, je connais la définition, mais j'ai pas envie de te le dire parce que sinon... Sinon, tu la prendras pas toi. Donc, j'ai une énorme collection de fanzines. Vous la verrez pas. Elle est dans une autre école au Canada. Et donc ça, c'est John Broadley. Donc, et je crois que lui aussi, il a un Instagram qui est assez actif, où on voit des gravures hyper régulièrement. Donc c'est cool de voir quelqu'un qui est actif et qui est présent. Il reste pas grand-chose. Là, on a un local, Quentin Girard-Clos, qui a fait les arts déco, et je l'ai trouvé à Nantes. Donc, un truc bizarre comme parfait. Ça. Et donc, c'est une petite BD, hyper mignonne, très efficace. J'aimerais bien lire la suite, parce que voilà, j'ai juste le premier numéro pour le moment. Et voilà. Et ça, je crois, pour le coup, je crois que c'est tiré sur son imprimante jet d'encre couleur. Donc voilà, pareil. Au niveau technique, c'est pas quelque chose de trop compliqué à faire. Et je suis tombé là-dessus, pour conclure, en fouillant dans mes fanzines, et je me suis dit, ça va plaire à Philex. Donc j'ai ramené ça. Déjà, ça brille. Et dedans,
Il y a des cartes, ah putain, des cartes. Je vois pas pourquoi ça me plairait. Ah non, mais je sais pas. Je sais pas. Et je crois bien que c'était. Donc je pense que j'ai acheté ça à Angoulême. C'est comme il s'appelle, c'est. Marty. Ah non, c'est Non, pas la personne attends. que je pensais. Est-ce qu'il y a le nom du vrai mec? En tout cas, là, le dessin, c'est. La fâcheuse. Théo Masson et Jessica Beaumont. Ah, mais c'est des frères et des sœurs. C'est des gens d'Angoulins. Ah ouais, bah ouais. Jessica, J'ai acheté ça en je la Angoulême. connais on était au lycée ensemble. Oh waouh. Ouais. Putain, mais. Qu'est-ce que c'est que ce réseau trop bizarre là. Et donc, c'est une espèce de. C'était des paquets de cartes que tu achètes comme les cartes Magic. Tu sais pas ce que tu vas avoir forcément dedans. Ça te fait un deck. Incroyable, trop Et bien. il y a des règles hyper compliquées et j'y ai jamais joué. Voilà. Mais bon, c'est beau, donc je l'ai acheté. Voilà. Donc là-dessus s'arrête ma collection à moi. Eh, coucou Lucille. Et oui, la pochette brillante. Ouais, j'ai fait exprès de la mettre dans le champ de temps en temps pour vous faire flipper et pour voir si ça faisait bugger la caméra. Je peux te donner des choses et tu les commentes. Allez, vas-y. Je vais découvrir des trucs en même temps que vous là. Je vais faire le malin, tu sais, sans croire que je connais tous les trucs déjà. Non, parce que j'ai pas les choses que je préfère de ma connect. Ah, tu peux montrer des trucs nuls si tu veux, on peut casser du sucre sur les. Sur les gens. sur Tiens, les- ah oui. Salut Joe. On en a déjà parlé. Ah bah oui. Alors. Angoulême 2012. Ah ouais, on sent que son dessin a évolué. Donc ça, c'est vraiment un truc très, très, très improvisé. Déni de diplôme. Oh mon dieu. M'inscrire à Pôle emploi. Ah, que des trucs qui font bien flipper là, génial. Un autre fanzine, je vous montre juste. Vas-y, montre celui-là. Celui-là, il est incroyable. Ça, c'est arbitraire. Charles Papier. Charles Papier, c'est un autre. Il a un bouquin chez Cornelius. Attendez, je vous le montre. Parce que normalement, je l'ai à portée de main. En fait, c'est la compilation. Ce livre. C'est la compilation d'une série Renaud Thomas, donc, qui est accessoirement plus ou moins l'éditeur de Arbitraire. Arbitraire, c'est une des éditions qui vient purement du fanzine parce qu'il faisait cette revue dans les années 2000-2010. Comment elle s'appelle la revue? Tu parles de. La revue de Arbitraire. Je sais que je l'ai là, mais j'ai honte. La revue s'appelait Arbitraire en fait. Ah bah, c'est pour ça qu'on a séché. On a bugué. C'était trop évident. Une revue qui a franchement, effectivement, vraiment émarqué de l'époque, effectivement, notamment avec cette couverture sérigraphiée, quelque chose qu'on retrouvait beaucoup. Gros format, dos carré, moment-là. couverture sérigraphiée. Beaucoup C'était de vraiment BD. le truc. Ah, t'as ton dos carré qui est en train de se. De se barrer. C'est en train de vieillir ça. Ah bah oui, voilà. C'est pas grave. On tombe dessus, impeccable. Et en fait, un des trucs intéressants de ce projet, vraiment que je trouve est super intéressant et qui connecte vraiment avec ce dont on a parlé, c'est que c'est un projet qu'il a fait à droite à gauche, dans des formats différents, dans des tailles différents. Et notamment, j'ai eu l'insigne honneur dans une de mes revues d'avoir un épisode de ce truc-là. Et il y a quelques temps, justement, il a tout compilé, dans un bouquin, donc on pouvait lire l'histoire. Et c'est une espèce d'histoire d'une balade comme ça. L'histoire en elle-même a un tout petit peu moins d'intérêt que le concept de faire exister une balade au travers d'une communauté de fanzines et de faire vivre les trucs. Et puis un des trucs super tristes, c'est que je crois que le bouquin n'a eu aucune visibilité. C'est vrai. Il est trop bizarre. Mais justement, c'est le paradoxe dont on parlait. C'est quand tu sors en fait du cadre du fanzine des expériences aussi radicales et aussi expérimentales
que ça, tu vois, à qui est-ce que tu t'adresses? Et Ouais. il faut être Pierre Janot pour, tu vois, pour avoir conçu quelque chose d'extrêmement expérimental Ouais. et de l'amener, tu vois, et de l'amener à une, à un état, à un stade de divertissement, quoi. Parce que ce qu'il faut avec le truc de Pierre Janot, c'est que c'est une histoire normale, très constructive. Ah bah le génie, il est d'ici, lui, en plus. Le fils prodige. Ah, Baptiste. Baptiste Duro. Bah, tu vois, je le connais pas celui-là. Voilà, si vous voulez des inédits. Avec une petite anamorphose pour le titre. Oh là là, j'avais jamais vu ça. Ça fait un bail que j'ai pas vu son taf, Baptiste. Ah, il a fait des vidéos hyper chouettes. D'ailleurs, je me demandais s'il fallait pas qu'on lui propose de faire un truc. Ah, pourquoi pas. Il a fait des vidéos ASMR assez marrantes. Ah, je crois que j'ai vaguement vu passer, mais j'avais pas vu que c'était lui. Ça date de quand, ça? 6 Giro, deuxième édition, 2014, tiré à 50 exemplaires. Artiste strasbourgeoise aussi. Ah bah j'ai aussi une rareté. C'est qui ça, du coup? Ça c'est je sais pas, c'est Garance. Garance? Garance Coquard. Ah, d'accord. House of Diamond, accessoirement. Ah bah, je le connaissais pas. Et oui, Ah, c'est chouette. ouais, Garance qui a un travail vraiment incroyable. Ah oui, Garance. 5 sur 17, pareil, une rareté. Sérigraphié à l'AR, bien sûr. Hein. Le centre des vols jusqu'à S'il y a un truc sérigraphié à Strasbourg, il y a quand même de fortes chances. Oh, Psoriasis. numéro 1. Waouh. Et ben, Numéro c'est la première fois que uno. je le vois. C'est la première fois que je le vois. S'il disparaît, tu sauras qu'il a piqué. Hein. Parce que je suis encore bien dans le champ. Là. Il faut que je vérifie de temps en temps parce que. Tiens. Qui on a là? Ah, c'est ça, ça. Et ouais, on a réussi à pas avoir de ZAD jusqu'ici là. Ah oui, c'est vrai qu'on a réussi à faire Ah, purée, j'avais essayé d'échapper, mais. On a Hicham là. Bah en fait, tu vois, c'est que Zad et Hicham cette revue. Ah ouais, c'est pour le premier numéro. Psoriasis. Hein. Alors le premier Psoriasis, pour le lore, pour l'histoire, ils ont fait ensemble un stage chez Laurent Lemaitre. Ouais. C'est ça? Je crois que c'est ça. Le Med, ouais. Lemaitre, ouais. Ouais, je sais plus comment on dit. Et à la fin, il leur a dit, bah les gars, maintenant, il faut sortir les doigts du cul et il faut faire des fanzines. Vous n'avez jamais fait de fanzine alors. Génial. Ça c'est le premier fanzine Merveille. et voilà. Et voilà. 2010 du coup. 2010, ouais, j'aurais dit 2009, mais écoutez. Là, la dernière image là, que je vois, là, il y a marqué 2010 dessus. Et voilà. Vous le voyez. Il y a même l'adresse de l'époque là. Si vous voulez faire un pèlerinage sur la colloque de psoriasis de l'époque, vous pouvez aller jeter un œil. Ah, Je pense qu'il y en a le aucun qui son, le son, c'est que j'ai pas une très bonne prise son. Ça vient de chez moi, hein, vous y êtes pour rien. Lucille qui dit qu'on n'a pas un très bon son. Ouais, bah, merci de nous le dire. C'est bien possible. On réglera. Je sais pas ce qui se passe particulièrement. Parce que moi, je suis loin de la caméra, je parle pas fort. Est-ce qu'avec moi, c'est un peu mieux? Oula. Ah merde. On avait que des trucs ultra intensément professionnels. Je vais vous montrer des trucs oui. Et puis, vous allez voir, c'est pas n'importe quel artiste quand même. Il y a mon nombre sur les trucs là. Oh, merveille. Regardez ça. Flourch. Ce dégradé de l'enfer là. C'est qui ça? Ouais. Bah, pour l'instant, bah, écoutez, on réglera ça au fur et à mesure. Alors pour tous celles et ceux, c'est Clément Xavier
du couple Clément et Lisa, D'accord. Lisa Lugrin, Clément Xavier. Lui est principalement scénariste maintenant, et elle est principalement dessinatrice. Et c'est eux qui sont derrière Na Édition. D'accord. Et qui depuis quelques années produisent énormément de choses dans le circuit plus professionnel, qui est dit de la bande dessinée historique. Après le bouquin Yekini qu'ils ont produit, Bande dessinée historique. Est-ce qu'on parle de ça? Oh waouh. Collectif Rock, My Way. Purée, les trucs là, ça commence à dater là. C'est quoi ça? Copyright 2004. Bon, on n'est pas encore dans les années 90, mais Et on ça, s'en rapproche dangereusement. Et Hein. ça, je l'ai acheté en 2004, je pense. 2006 peut-être. Ça, c'est super intéressant, mais en vrai, ce qui serait intéressant, c'est d'en parler avec eux, en fait. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que... et notamment, il y a un truc, et ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir, c'est... vous les connaissez sûrement, ils sont souvent en festival, notamment à Angoulême. Ouais. Et ils ont une façon qui est pas une façon de vendre, de défendre, de se montrer, qui est pas la façon habituée par notre génération pour le fanzine. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que avant ils étaient en décalage parce que le fanzine c'était pas bien vu, etc. Et maintenant, ils sont en décalage parce qu'ils sont genre hyper formels, qui font un peu de la BD à papa, qui font des blagues de potage, etc. Et ce qui est marrant, c'est que ces gars ont toujours été en décalage. Pas mal d'auteurs qui sont devenus, enfin, qui étaient peut-être déjà pros à l'époque. Je pense que c'est déjà des auteurs qui étaient pros. En fait, c'est une bande d'auteurs pros, et un des trucs qui est vraiment génial, qui fait que j'ai un attachement à tout jamais à Thomas Sicard, absolument génial ce qu'il fait, c'est que c'est des gars qui... suffit de les avoir croisés une fois pour être peut-être pas dans My Way, mais dans les autres revues qu'ils faisaient, pour être dedans en fait. Nous, on a fait nos premières pages dans des fanzines grâce à eux, parce qu'un jour je suis venu dans un festival, je sais pas, je devais avoir genre 17 ans ou 16 ans, avec des trucs mais dégueulasses, et il m'a dit genre ok, bah envoie-moi des trucs et tout, et ensuite on a fait il y en a qui ont fait du chemin là. Elle vient de là, c'est une pote de ces gens-là, et il y a plein de gens, et Chester qui est à l'origine du enfin plus ou moins une des têtes pensantes du truc. Moi, je trouverais ça super intéressant de pouvoir échanger avec lui, et parce que c'est vraiment des gens qui ont une inscription hyper forte dans le fanzine, et qui ont vraiment une pratique du fanzine très première, quoi. Je trouve ça super intéressant. Et notamment cette intersectionnalité où tu as des auteurs pros et des mecs fonce-dés qui font de la BD une fois de temps en temps, et des ados qui débutent, quoi. J'ai toujours trouvé ça très chouette. Les bleus de BD punk. Mais ouais, purée.